Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Conakry et partout ailleurs. Merci de regarder Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du 22h et bienvenue à tous. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mafanko, annonce une procédure judiciaire contre le leader politique Aboubakar Souma, contre même la volonté du groupe ADAFO. Le procureur Abdoulaye Israël Bogomo s'autosaisit et pour motif, dit-il, trouble à l'ordre public. Vous l'entendrez dans ce journal. L'humanité célèbre le 15 juin la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Une journée qui passe inaperçue en Guinée, mais notre rédaction a fait immersion auprès des personnes de troisième âge debout dans les marchés de Conakry pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives malgré leur âge. Vous les suivrez également dans ce journal. Et puis notre angle de ce soir, nous vous amènerons dans la sous-préfecture de Mambia, préfecture de Kindia, dans les localités de Khalkhoro et Fodeya. Là-bas, malgré le potentiel agro-pastoral, les populations ne disposent d'aucune infrastructure sociale de base. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais au sommaire, le procureur de la République, près le tribunal de Mafanko, ordonne l'interpellation de Aboubakar Souma, leader politique. Il est accusé d'avoir porté un coup à un journaliste dans l'émission Les Grandes Gueules de Espace TV, Espace FM. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Israël Bogomo au micro de Mamadou Sadio Baldé. Dès que l'information m'est parvenue, j'ai aussitôt avisé monsieur le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, qui a donné des instructions fermes de veiller à ce que l'ordre public soit préservé. Et lorsque l'ordre public est troublé, il est de mon devoir d'intervenir afin de donner des instructions aux services compétents afin qu'ils puissent poser des actes pour que le trouble puisse cesser. Et je n'ai pas manqué de donner des instructions. À l'heure où je vous parle, l'escadron gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto est sur le terrain. J'ai instruit au commandant de cette unité de procéder aux enquêtes, d'inviter les journalistes qui ont assisté aux faits à leur unité afin qu'ils soient entendus en qualité de témoins. Fin ce mercredi, les épreuves du brevet d'études de premier cycle sans aucune fuite de sujets sur toute l'étendue du territoire national, nous apprendons. En séjour à Kindia, Guillaume Maving a expliqué que c'est une avancée majeure, mais pas pour le moment criée à la victoire car le baccalauréat reste encore. À la clôture du BPC, le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a promis de faire payer à la hauteur de leur forfaiture tous ceux qui ont tenté de saboter ces évaluations nationales. Le reportage est signé Justin Leno, Djibril Kabak Kamara. À Kindia, c'est l'école primaire Sarakolia qui a servi de cadre pour le lancement de l'épreuve de mathématiques, la dernière du brevet d'études du premier cycle. Après 2 heures de travail, la fin de cet autre examen est sifflée à l'école primaire Kondita 1. Les élèves, à majorité, sont dans la joie. Pendant qu'on se préparait, on attendait chaque fois à la radio que cette fois-ci ne sera pas comme l'année passée. Et puis ça nous donnait encore beaucoup de courage pour pouvoir travailler parce que avant d'abord l'examen, on savait que cette année copier là, ça n'aura pas lieu. Alors il est mieux pour nous pour se préparer conformément. Ce n'était pas facile, mais grâce à Dieu, je me suis vraiment débrouillée parce que j'ai vraiment révisé. Et puis je crois en moi. Les examens nationaux session 2022, les élèves et encadreurs les trouvent différents car chacun a prêté serment. Pour Alice Kamano, déléguée du centre d'examen Kondita 1, c'est la seule manière de qualifier le système éducatif guinéen. Les chrétiens ont mis la main sur la Bible. Les musulmans ont mis la main sur le Coran. Et chacun avait peur. Parce que vraiment, quand tu te jures sur la Bible, ce n'est pas facile, hein? Du certificat d'études élémentaires jusqu'au brevet d'études du premier cycle, aucune fuite de sujets. Toutefois, le ministre Guillaume promet de poursuivre ses élèves et encadreurs
qui ont tenté de saboter ces concours nationaux. Je vous dis et je reprends ici, nous n'allons jamais démissionner. Ils vont utiliser leur intelligence dans la fausseté. Nous allons utiliser notre intelligence dans les traques. Croyez-nous que nous allons les traquer jusqu'au dernier retranchement. Après le brevet d'études du premier cycle, les candidats au baccalauréat unique devront se préparer pour affronter à leur tour les premières épreuves prévues pour ce vendredi. De Kindia, on revient à Conakry pour dire que sur 171 935 candidats qui ont pris part à cet examen, plus d'une vingtaine de cas d'élimination, notamment des candidats et surveillants, ont été enregistrés dans 4 des 5 communes de la capitale où notre équipe de reportage a sillonné. Diana Bangoura, Ibrahima Soli Sengsouma. Malgré les dispositions prises pour le bon déroulement des examens nationaux, des candidats et surveillants du brevet d'études du premier cycle ont violé les règlements généraux. En résumé, les 19 cas, c'est des enfants qui n'ont pas eu l'examen d'entrée en 7e année. Et ça, pour être candidat au BPC, il faut présenter les attestations de l'entrée en 7e année. Donc comme ces enfants n'ont pas, il y a des esprits mal intentionnés, des professeurs en complicité avec certains chefs d'établissement, rationnent les enfants. Nous avons décelé 4 éléments pris dans 2 centres d'examen. La première journée du lundi, au centre Source du Savoir, nous avons déniché un certain Mamadou Alpha Diallo, étudiant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est venu composer à la place de son frère, n'est-ce pas, au centre Source du Savoir. Et au centre EP Dar Salam, Diena Boutouri du groupe scolaire Hadja Oumou Petit Sibaya a été aussi bloqué, n'est-ce pas, par les gendarmes au centre EP Dar Salam. Elle avait un téléphone qui était connecté. Dans ce téléphone, elle appartient à un groupe WhatsApp. Ce groupe-là est appelé BEPC ou la mort. Si dans les communes de Ratoma et Dixine, les consignes ont été respectées par des surveillants, à Matam et Kaloum, beaucoup ont été éliminés pour faute grave. Il y a 4 surveillants renvoyés, 2 candidats renvoyés. Nous avons enregistré quelques éliminations de certains candidats qui, soit à la suite d'un port de téléphone ou par substitution. Il y a 6 surveillants qui ont été remplacés, n'est-ce pas? Ici, nous avons même remplacé un chef de centre. Ces personnes éliminées sont poursuivies et seront punies à la hauteur de leur forfaiture. Le 14 juin, le parquet de Mafanko a engagé des poursuites judiciaires contre 11 personnes mises en cause dans des cas de fraude au BPC. Ce sont des candidats, des faux candidats et des enseignants. Et ces personnes interpellées ont été présentées au tribunal de Mafanko. Ils risquent des peines allant d'1 mois à 3 ans de prison ferme et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens. Explication, Mamadou Sadio Baldé. Les personnes mises en cause sont accusées d'avoir introduit des téléphones portables dans les salles d'examen pour certains et pour d'autres de s'être substitués aux vrais candidats. Ces infractions sont prévues et réprimées par les dispositions des articles 686, 687 et 19 par le Code pénal qui dispose. Article 686. Toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l'entrée dans une administration publique, l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État ou l'obtention d'un permis de conduire est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 500 000 francs à 2 500 000 francs guinéens ou l'une de ces 2 peines seulement. Alpha Mamadouba, Mamadou Aliou Diallo, Amara Kamara, Youssouf Kamara, tous candidats au BEPC, Alseni Kamara, étudiant à l'université de Conakry, 2 institutrices, Fatoumata Binta Damfa et Hawa Kourouma, 2 instituteurs
Mohamed Lamine Dramé et Mohamed Kindo Silla, Mohamed Alpha Diallo, professeur d'anglais, et Abdoulaye Sangaré, professeur de chimie. Ils devront tous répondre de leurs actes s'ils sont reconnus coupables. Cette procédure qui suit son cours normal connaîtra un traitement judiciaire respectueux des droits de l'homme et des principes cardinaux qui gouvernent le procès pénal. La justice décide de sévir contre toute forme de fraude. Les complices ne seront pas épargnés, dit-il. Le parquet prendra les jours à venir des réquisitions relatives à l'ouverture d'enquêtes minutieuses et profondes afin de déceler tous les réseaux liés à la fraude dans les examens et concours scolaires en République de Guinée. Des candidats sortis pour l'évaluation du BOPC ont passé leur première nuit à la maison centrale. Ceux du baccalauréat sont avertis. Parlons toujours éducation, mais cette fois avec cette phase de drame, une importante délégation composée des membres du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation s'est rendue ce mercredi dans la famille de Safiatou Diallo pour présenter ses condoléances. Safiatou Diallo, vous le savez, c'est cette candidate au BEPC qui a perdu ses parents, sa maman, son papa, mais aussi son jeune frère dans un incendie dans la commune de Matoto à Yimbayataneri précisément. Meshaka Sondakuruma nous fait le point. 24 heures après l'incendie qui a causé la mort des parents de Safiatou Diallo, les membres du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation viennent compatir. La douleur suite à la disparition du couple Diallo est toujours palpable à la maison mortière. On est en face d'une situation vraiment très dramatique. Tout le monde est touché. La communauté éducative est touchée. Le personnel est touché, le personnel de l'éducation est touché. Les professeurs sont touchés. Ses camarades, ses amis sont touchés. Le cabinet, donc le département ministériel, tout le département ministériel est touché. Mamadou Malal Diallo, colonel à la retraite, est voisin des victimes. Il revient sur les circonstances de ce drame. C'est hier matin à 5 h, il s'est levé, il a préparé le déjeuner pour sa fille, il a fait sortir la moto, envoyé l'enfant pour le brevet. D'habitude, quand il sort, ils vont. Quand il vient, il continue sur le travail. Mais malheureusement, hier, il est venu, il dit « Ah, je suis un peu fatigué, je vais me détendre un peu ». Il rentre dans la maison, il s'enferme là-bas. D'habitude, il ne ferme pas parce que c'est la cour. De son côté, Safiatou Diallo n'en revient toujours pas. Elle garde tout de même l'espoir de décrocher son BEPC, une autre manière de rendre hommage à ses parents. J'ai eu le courage. Je ne suis pas seule. J'ai des gens avec moi. Je peux avancer. Je peux. Je peux. C'est le choix de mon père. Je peux. Aux dernières nouvelles, un candidat en classe de 6e année vient de succomber à ses douleurs suite à un accident au quartier Lansanaya. Nous apprend-on. Un tronc d'arbre lui est tombé dessus au moment où il s'apprêtait à affronter ses premières épreuves. Paix à l'âme donc de ces disparus. Ces derniers jours en Guinée, le pays fait face à une cascade d'accidents mortels de la circulation. Après avoir présenté les condoléances aux familles des victimes, le gouvernement guinéen demande à la population des prières et bénédictions pour le repos de l'âme des disparus en lieu et place d'une journée de deuil national comme le souhaiteraient certaines personnes. Là-dessus, Amdiata Ndiaye et Mohamed Kapelosila ont interrogé quelques citoyens. Suivez le reportage. Une trentaine de morts suite à une série d'accidents de la circulation en moins d'une semaine. Les Guinéens de toute obédience ont été consternés par ces drames enregistrés notamment à Bouké, Dibreka, Conakry et qui, aux yeux de ce citoyen, m'ont interpellé le gouvernement. Vraiment, c'est déplorable que nos autorités n'ont pas été beaucoup sensibles à cette tragédie. Vraiment, c'est très déplorable. À la place des journées de deuil national, les autorités ont plutôt demandé des prières de bénédiction, ce que cet autre citoyen trouve normal. Si l'État a eu une mesure par rapport à ça, pour dire qu'il faut faire des prières, ils ont trouvé que ça c'est meilleur. J'estime que ça n'a pas... Je ne trouve pas plus que ça. Sur la circulation, c'est bien de respecter le code de route. Mais après le drame, il faut prier pour implorer la grâce divine. On doit organiser des prières collectives au profit des victimes et surtout pour la survie de la nation.
pour que Dieu, le Tout-Puissant, nous accorde sa grâce permanente. Après avoir fustigé le comportement des chauffeurs dans la circulation, elle demande au gouvernement d'honorer la mémoire des victimes. Les chauffeurs de camions et les autres, personne ne veut laisser son prochain derrière. Chacun veut dépasser son prochain et personne ne donne l'accès à son prochain. Vouloir rester sans faire de deuil national et qu'on perd des gens comme ça là sur la route et que c'est les membres même du gouvernement qui meurent dans tout ça là, moi je trouve que ce n'est pas humain quand même. Vivre paisiblement sa vieillesse, je vous le disais au sommaire, est l'un des luxes qui n'est pas à la portée de tous, surtout en Afrique, dans les sociétés où la précarité est présente. Ces personnes d'un certain âge traversent des moments difficiles qui riment avec la pauvreté ou encore la maladie. Elles sont présentes presque dans tous les secteurs de la vie. Nos reporters Fatoumata Bintabari et Abdoulaye Kamara ont fait le choix de faire une immersion dans les marchés de Conakry à la rencontre de ces vieilles dames vendeuses qui doivent encore faire face aux multiples charges de leurs familles respectives malgré leur âge. Suivez le reportage. Pour éviter d'être passive et surtout de dépendre de quelqu'un, cette vieille personne vend des rideaux de seconde main au marché. L'octogénaire est en activité depuis le premier régime. Ratatinée et veuve de plusieurs enfants, elle refuse de croiser les bras. C'est devenu un passe-temps pour moi. J'ai passé 16 ans en train de travailler au port au temps de Sékou Touré. Comme je suis habituée à travailler, rester tranquille me rendra malade. Un corps éprouvé, une jeunesse vouée à la prise en charge de ses 5 enfants. Un bagne que Aïssatou Baldé a dû surmonter toute seule jusque-là. J'ai passé 16 ans dans le petit commerce. Mon mari est décédé alors que j'étais enceinte de mon Benjamin. Depuis lors, c'est moi qui paie le loyer, c'est moi qui subviens à mes besoins et ceux de mes enfants. Celle-ci est sans enfant. Nana Kamara vend des avocats avec sa nièce. Cette dernière l'a fait appel à Conakry après le décès de son mari. Je cherche un moyen de subsistance pour ma famille et moi. Je n'ai pas d'enfants, mais je prends soin de mes petits-neveux. À un micron de là, nous rencontrons Buntourabi. Elle aussi vendeuse de fruits depuis à l'âge de 25 ans. Elle élève toute seule ses 10 enfants grâce à ses maigres bénéfices. J'ai commencé ce travail quand j'étais enceinte de l'aîné de mes enfants. Je ne connais que la vente des fruits, mais les époques sont très différentes. Il n'y a plus de bénéfices dans le commerce. La normale voudrait que ces vieilles personnes aillent en retraite pour se reposer. Mais les coûts de la vie les en empêchent, même si certaines travaillent par plaisir et pour se maintenir. Protégeons donc nos vieilles personnes et non à l'exploitation des vieilles personnes. Le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée s'insurge contre la société de téléphonie Orange Money, Orange Mobile Finance Guinée. Ces jeunes spécialisés dans le transfert monétaire réclament la restitution des frais récemment prélevés sur leur commission sur les frais de retrait et de transaction pour des clients. Bernard Koundouno et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Ils prennent la parole pour exprimer leur mécontentement contre la société de téléphonie Orange Finance Mobile Guinée. Ces acteurs de la monnaie électronique de Guinée, représentés par leur syndicat, disent être régulièrement victimes d'agressions dans l'exercice de leur activité. Les risques auxquels nous faisons face, attaques des bandits, interférences des arnaqueurs, erreurs de dépôt, rencontre de nos programmes faux billets. La société Orange a récemment annoncé la diminution jusqu'à 50% des frais de transaction électronique en Guinée. Mauvaise décision pour les gestionnaires de points de vente qui ont vu leur commission diminuer de plus de 4 fois. Depuis le 1er juin 2022, nous avons constaté que OMFG est en train de prélever les 18% de façon illégale nos maigres commissions. Puisqu'ils sont rémunérés à travers ces commissions sur les opérations de retrait d'argent, le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée sollicite. Nous demandons la levée de suspension de tous les numéros suspendus. Nous demandons 50% de commissions sur les retraits, l'affichage de l'identité du client
avant la confirmation. La création d'une plateforme multi-acteurs, Orange, Adimec et Samel Giné. L'arrêt du prélèvement des 18% de nos commissions et les remboursements des 18% prélevés depuis le 1er juin 2022. Si cet appel n'est pas répondu, le Samel Guinée compte déclencher une grève générale illimitée pour se faire entendre. Le Samel Guinée décide de lancer une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 20 juin 2022. Dépôt et retrait, transfert, crédit, activation et réactivation des puces. L'organisation prévient à cet effet la population pour éviter qu'elle soit surprise de cet arrêt momentané des travaux prévus le 20 juin prochain. Autre sujet ou fait qui fait l'actualité, c'est ceci également. C'est presque une privatisation totale de l'hôpital national d'Onka. Pendant 5 ans, l'entreprise canadienne prend les rênes de cette structure hospitalière nationale. L'accord a été signé le 11 mars 2022 entre le gouvernement guinéen et la société Net5 Group. Selon le contrat, la rémunération de la concession est de 776 000 $ par an, soit 28 580 000 $ pour les 5 années. Une privatisation qui exclut entièrement ou en partie le syndicat du personnel de l'hôpital national d'Onka, d'où son indignation. Ali Badara Kamara et Alseni Kamara, reportage. Après 7 ans d'attente, le personnel de l'hôpital national d'Onka devrait passer le test pour être considéré comme travailleur de Donka. Pourtant, le volet formation du personnel était prévu dans le plan de rénovation. Cet imprévu intervient après la signature de la concession de l'hôpital national d'Onka à une société étrangère du nom de Net5 Group venue du Canada. Dans la synthèse du contrat, l'entreprise concessionnaire doit identifier et recruter les ressources humaines essentielles pour l'ouverture de l'hôpital. C'est dans cette optique qu'elle a procédé au test dans différents services de l'hôpital. Une évaluation perçue comme une stratégie d'exclusion du personnel par le syndicat. On est venu au test du laboratoire. Et quand on a été informé, nous avons tenu une réunion dans cette salle et ici on a mis une commission, nous allons voir le concessionnaire pour dire d'arrêter. Nous sommes contre le test parce que nous ne connaissons pas quelle sera la finalité. La durée de la concession est de 5 ans répartie en 2 phases. Une première concerne la gestion de 3 ans et la deuxième, le transfert de gestion de 2 ans. Avec une rémunération moyenne mensuelle de 23 800 $ par expert, soit plus de 200 millions par expert à chaque année. Un autre volet du contrat qui n'encouragerait pas l'expertise locale. Nous ne pouvons pas accepter que les étrangers viennent gérer ça à notre place. Nous avons la compétence. Cet espace scolaire du Camp Boiro abrite pour le moment des malades venus de Donka. Dans cet hôpital provisoire, les services n'ont pas suffisamment de place pour assurer la prise en charge des malades. Pourtant, dans le contrat de la concession, le déménagement doit se faire sur une période de 2 ans, chose qui irrite le syndicat. C'est Donka qui quand même soigne les indigents. C'est Donka qui soigne les grands accidentés. Les médecins qui ne seront pas retenus après le test seront redéployés dans d'autres services hospitaliers de la capitale et à l'intérieur du pays. Dans la région administrative de Kindia, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme n'a pas été célébrée comme annoncé le 13 juin dernier et pour cause des multiples accidents de la circulation que le pays a enregistrés ces derniers temps. Mais à la maison des jeunes où les festivités devraient avoir lieu, notre correspondant régional Aboubakar Kevin Silla a interrogé quelques albinos pour nous dire les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Suivez son reportage. À travers le pays, elles sont nombreuses des personnes atteintes d'albinisme. En Guinée, cette couche semble être plus vulnérable car dans la société partout où elles sont, ces personnes n'échappent pas au regard moqueur des autres êtres humains. C'est pourquoi le président de l'antenne régionale de l'Union pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme parle de leurs difficultés. Nous avons ici d'abord ces méconnaissances ici au sein de la société qui poussent maintenant certains là à en faire ici à des préjugés
mais aussi à nous discriminer, à nous rejeter ici dans la société. Hormis la ségrégation dont elles font objet, selon Suleiman Sow, dans la société, les personnes atteintes d'albinisme éprouvent aussi d'énormes difficultés pour l'obtention de l'emploi. Nous sommes confrontés à cette difficulté aussi d'accès à l'emploi, mais aussi à l'insertion. Rencontré aussi à l'occasion de cette journée dans la ville de Kindia, cette citoyenne atteinte d'albinisme n'a pas aussi manqué de souligner certaines de leurs contraintes. Il y a des difficultés biologiques et puis des difficultés sociales. Parce que déjà, généralement, la majorité des personnes atteintes d'albinisme ne savent pas réellement pourquoi elles sont comme ça. Donc, elles ne savent pas forcément comment se tenir. Donc ici, on va te dire d'éviter ceci alors que tu devais éviter autre chose. L'albinisme est une maladie héréditaire qui est due à un manque ou absence de pigment appelé mélanine partielle ou totale. Il reste alors un facteur de risque pour le cancer de peau chez les albinos. Parce qu'après, quand on ne protège pas la peau, on est exposé à des risques élevés de cancer de peau. Et après, il y a le volet social qui commence déjà dès la naissance, en famille, après dans la société. En Guinée, ces dernières années, les apports envers les personnes atteintes d'albinisme de la part des décideurs sont nombreux. Mais Aïssatou Youmou Diallo demande beaucoup plus d'implication de l'État afin de résoudre leurs problèmes. Ça progresse, mais on aimerait également leur demander beaucoup plus d'implication parce que ce n'est qu'un début. Et on espère que le combat il va continuer parce qu'il y a beaucoup à faire, surtout sur le plan sanitaire. À Kindia, la célébration de cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme n'a pas tenu toutes ses promesses à cause des multiples accidents de la circulation que le pays a enregistrés ces derniers temps. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons, dit-on. En tout cas, c'est l'objectif que s'est fixé depuis quelques années un jeune entrepreneur de Sigiri qui s'est lancé dans la fabrication des poteaux en béton. Confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés pour le fonctionnement de son entreprise, faute de clients, il sollicite le concours de l'État à travers un partenariat gagnant-gagnant. Alpha Omar Koita, notre correspondant régional, l'a rencontré. Suivez. Haruna Kamara est entrepreneur. Depuis 2013, il évolue dans la fabrication des poteaux en béton. Il nous fait visiter son entreprise basée à Manitro, un district relevant de la sous-préfecture de Doko, situé à 25 km de la commune urbaine de Sigiri. Ici, des employés travaillent d'arrache-pied pour faire valoir leur génie créateur. Souvent, on se déplace ici pour aller acheter des poteaux en béton en Côte d'Ivoire ou au Mali. C'est pourquoi j'ai initié de faire ça ici pour soulager la population, non seulement en matière de transport, mais aussi pour son moindre coût. Dans cette entreprise, Haruna Kamara employait à son lancement plus d'une cinquantaine de jeunes. Faute de clientèle, aujourd'hui seuls 25 jeunes se débrouillent à ses côtés pour pouvoir joindre le début. Depuis 2013, je me suis lancé dans la fabrication de ces poteaux en béton, en employant beaucoup de jeunes. Mais comme je ne parviens pas à les payer faute de clients, j'ai fini par laisser beaucoup d'entre eux. Actuellement, seules 25 personnes travaillent avec moi. C'est pourquoi je souhaiterais tisser un partenariat avec l'État pour que mon entreprise puisse aller de l'avant, mais aussi pour me permettre d'employer plus de personnes. À côté de cette activité, Haruna a également une société de construction de forage. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est la vision que se fixe ce jeune entrepreneur. Nous, on prions le gouvernement de nous aider. Parce que ça fait beaucoup d'années, depuis 2012 que nous avons créé cette entreprise. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de contrat du gouvernement. Ils n'ont qu'à nous aider parce que nous avons investi en Guinée. Nous sommes des Guinéens. Il n'y a pas d'emploi. Donc du coup, si on a plus de marché, on peut encore plus employer des jeunes. En attendant, Haruna Kamara et ses employés se débrouillent tant bien que mal pour éviter que l'entreprise ne s'arrête. Parlons à présent de l'élaboration de la convention collective de médias dans cette édition. La ministre de l'Information et de la Communication s'est réjouie de l'avancée du projet pour alléger les difficultés dans l'exercice du métier de journaliste en Guinée. Rose Paula Prisemo évoque également les questions des maisons de la presse en région, la migration vers le numérique, l'intégration à la fonction publique de stagiaires depuis des années à la RTG, mais aussi la panne de la radio parlementaire de l'Assemblée nationale. Elle a été interrogée depuis la baie par nos envoyés spéciaux Idrissa Bari et Mamoudou Bouléré Diallo.
Après sa rencontre avec la famille de la presse, la ministre de l'Information et de la Communication relève plusieurs plaintes. Des problèmes d'ordre collectif, mais aussi individuel. Et vu que nous prônons une presse libre, une presse qui se prend en charge, une presse responsable, qui travaille selon les règles de l'art, nous savons qu'en tant que département du TEL, il faut qu'on se penche sur ces éléments-là pour qu'ensemble nous puissions parvenir à cette convention collective. La dite convention collective est vivement attendue par les médias. Le syndicat de la presse de Guinée en fait une priorité, tout comme le département de l'information et de la communication. On veut quand même que la condition économique des journalistes, des acteurs de la presse puisse être améliorée un peu mieux que ce qui se passe actuellement parce que nous savons un peu les contraintes budgétaires que certains ont et nous pensons qu'il faut améliorer cette situation-là. Contrairement aux autres régions qui sont dotées de maisons de presse, l'AB devra se contenter de la nomination d'une directrice régionale de l'information et de la communication. Mais nous sommes là-dessus très bientôt, dès que ça sera quelque chose de définitif, parce que le document est déjà existant pour cette maison de la presse. Il nous suffira d'avoir le lieu exact pour faire cette inauguration. Donc pour l'instant, c'est un document qui est disponible, pas un bâtiment. Justement, oui. La ministre Rose Paula Pressemou annonce également la création de chaînes de télévision dans les 4 régions naturelles. La seule radio institutionnelle que nous avons, c'est la radio parlementaire. Elle est éteinte depuis près de 2 ans. Est-ce que vous êtes saisi de ce dossier? Malheureusement, pas encore. Pas encore, mais s'ils viennent nous voir, nous allons analyser ensemble pourquoi c'est à l'arrêt. La migration vers le numérique et l'intégration des stagiaires de la RTG à la fonction publique après un concours sont aussi évoqués par le département. 15 animatrices terrain renforcent leur capacité pour la mise en œuvre du projet campagne de sensibilisation pour l'adhésion des personnes vulnérables à la vaccination contre la COVID-19. Une initiative de l'ONG F2DH en collaboration avec l'Institut de gestion sociale grâce au financement de Osiwa Guinée. Ces animatrices vont être outillées sur les techniques de communication et de sensibilisation avant leur déploiement sur le terrain. Mariama Fodé Kamara et Aboubakardine Kamara. Identifier et sensibiliser les personnes vulnérables à des zones du projet pour leur vaccination contre la COVID-19 et le respect des gestes barrières, voilà entre autres la mission qui attend ces 15 animatrices. Elles sont bien avant outillées sur les moyens et techniques à adapter pour mener à bien leur mission une fois sur le terrain afin d'amener les personnes cibles à adhérer à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Quoi qu'on dise, la maladie à coronavirus est encore présente sur le terrain. Donc l'objectif, c'est surtout d'avoir des animatrices, 15 animatrices que nous allons former dans le cadre de ce projet. Comme vous l'avez constaté, elles vont être formées sur les techniques de communication, sur les techniques de sensibilisation. L'objectif, c'est surtout de toucher le plus de personnes vulnérables possible pour ne pas que ces personnes vulnérables se sentent abandonnées. Cette formation est assurée par l'Institut de gestion sociale grâce à un appui financier de SIWA. La formatrice revient sur les méthodes à adapter. Je leur ai donné des techniques, des moyens pour pratiquer cette sensibilisation-là. Dans un premier temps, il faut avoir un objectif précis de ce qu'on veut arriver à atteindre comme résultat, donc notamment le nombre de personnes que l'on doit atteindre dans cette sensibilisation-là, et aussi savoir comment approcher ces personnes-là, comment leur parler. Ces animatrices semblent assimiler la formation. Elles sont motivées à mener à bien leur mission. Nous avons déjà entamé la formation, donc on a pu identifier les objectifs spécifiques qui peuvent nous permettre d'atteindre le résultat escompté. Au cours de cette formation, j'ai appris comment sensibiliser la population de Kassa pour l'adhésion à une sensibilisation pour minimiser la maladie. Les animatrices seront déployées à partir de samedi prochain dans le Grand Conakry pour une période de 4 mois. Chacune touchera au moins 50 ménages par mois. À présent, place à notre angle. Comme je vous le disais au sommaire, Kalgoro et Fodeya, deux localités de la sous-préfecture de Mambia,
préfecture de Kindia qui connaissent un manque criard d'infrastructures sociales de base. Pas de route, pas d'école, ni d'eau potable pour les citoyens. Et ceux-ci sont sur le qui-vive. Les responsables du district usent de leurs petits moyens pour faire face à certains besoins des populations. Mohamed Valek Touré, Aliouba sont allés à la rencontre. Suivez ce grand format. Situé à 65 km de Kindia, ces districts de Mambia manquent presque de tout ou de moyens les plus essentiels. Les routes qui donnent accès aux localités sont escarpées. Elles le deviennent encore plus pendant l'hivernage. Une période de vaches maigres pour des commerçants qui peinent à écouler leurs marchandises. C'est un district très peuplé mais qui manque de tout. Pas de centre de santé, ni d'école, rien. L'État doit nous aider pour les problèmes de route, ça pourra nous soulager. Il y a plus de 8 districts qui traversent la localité pour rejoindre l'autre rive chaque mois. Une seule école à la croisée des chemins entre les deux localités. Pas de mosquée, des démarches ont été entreprises pour doter ces districts d'infrastructures en veille. En cette saison des pluies, quand il pleut, l'eau déborde parfois et empêche nous les taximètres de traverser. Parfois, l'eau peut occuper toute la contrée. Quand c'est comme ça, on ne peut pas passer. Yafodéa et Kalgoro sont pourtant des localités proches de la ville bauxitique, où va la richesse générée par l'exploitation des bauxites de Kindia, dont relèvent ces districts, s'interrogent les habitants. Nous n'avons ni route, ni pont, ni hôpital pour des soins. Imaginez, nous sommes au XXIe siècle. Jusqu'à présent, nous transportons des femmes enceintes dans des hammars pour l'hôpital. J'ai été victime récemment quand ma femme a voulu accoucher. Avant d'arriver au centre, elle était déjà fatiguée. Quant à l'enfant, il n'a pas survécu. Le problème d'éducation aussi s'impose. La seule école qui est ici, quand il pleut, c'est difficile pour les élèves de traverser la rive. Pas de réseau téléphonique. Les villageois ont une méthode bien particulière à eux pour rester en contact avec le monde extérieur. Nous n'avons aujourd'hui aucune solution. Nous nous sommes donné la main pour faire des briques depuis l'année dernière. Faute de moyens, c'est resté comme lettre à la poste. Nous avons lancé des plaidoyeries, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Grâce aux coopératives du village, certains passages ont été légèrement reprofilés. Mais la traversée demeure encore très difficile, surtout en cette période hivernale. Voilà, mesdames, messieurs, comment on se quitte au compte de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à Espace TV. Les programmes continuent. Merci également à nos techniciens Alia Kamara, Jean-Marie Dembadouno, Aboubakar Foté Souma, Pierre Baka Mara et toute l'équipe du montage. Et on se retrouve demain. Au revoir.